Bonsoir mon pays, il est 18 h et voici les titres que nous avons choisi de développer dans ce journal. Des ateliers et conférences ont animé le Sénat coutumier aujourd'hui, à l'occasion de la quinzaine de la Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles. Coutumiers, sénateurs et représentants des collectivités ont réalisé leur seconde édition de la Journée Orange sous le thème du combat coutumier contre ces violences. Le ministre de l'Économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire, a déposé avant son départ un projet d'accord sur le nickel. Que contient ce projet? Que va-t-il permettre de développer? Ce sera dans notre œil de la rédaction avec notre invité Alexandre Rousseau, vice-président de la Cognambo Nickel SAS en charge de la responsabilité sociale et environnementale. Puis nous prendrons des nouvelles de nos athlètes calédoniens actuellement aux îles Salomon pour les 17e Jeux du Pacifique. Nos Cagous ont performé dans 9 disciplines. Nous ferons le point avec Audrey Pouedi de cette 10e journée. Conférences et ateliers autour de la journée Orange et la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles, c'était ce matin au Sénat coutumier. Une grande thématique retenue pour cette journée, celle du combat coutumier contre ces violences faites aux femmes et aux filles. Vanessa Kofi-Kindé les a suivies. La police coutumière qui existe déjà, on ne réinvente pas. On ne réinvente pas, elle existe déjà. Quelles sont les nouvelles missions qu'on leur donne, qu'on donne à la police coutumière? Parce que les nouvelles missions vont répondre aux problèmes des violences faites aux femmes. Revoir les missions de la police coutumière, mettre des femmes en tant qu'assesseurs ou encore avoir un tribunal coutumier. Des propositions qu'ont apportées ces femmes ce matin au Sénat dans cet atelier nommé « Les réponses coutumières contre les violences faites aux femmes et aux filles ». Elles étaient plusieurs à répondre présentes et n'ont pas gardé leur langue dans leur bouche. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Puis comme on disait, je dis, le problème c'est que c'est vrai qu'il y a le statut coutumier. Mais ce statut coutumier doit aussi prendre en compte la problématique du temps. C'est-à-dire qu'on évolue. L'évolution est là. Donc il faut que cette coutume évolue par rapport au temps. On a proposé pas mal d'ailleurs, justement, c'est-à-dire on a demandé aux coutumiers d'être beaucoup plus à l'écoute des problématiques des femmes. Le deuxième atelier avait pour thème la place et le rôle des hommes dans le combat coutumier contre les violences faites aux femmes et aux filles. Et le troisième, les instruments et les partenariats internationaux, leur intérêt et leur utilité pour le combat coutumier contre les violences faites aux femmes et aux filles. L'objectif de ces ateliers est de rassembler les réflexions de chacun. De manière à, je pense, trouver quelque chose d'important quant aux solutions donc, qu'il faudra apporter concernant les violences faites aux femmes et aux filles. Parce que ça fait 10 ans qu'à chaque fois donc, on commémore cette journée. Maintenant, je pense qu'il faut passer la vitesse supérieure pour peut-être entrevoir ou plutôt je veux dire, avoir des solutions très concrètes pour essayer de diminuer le taux d'impact concernant ces violences ici dans notre pays. Pour une première, Valentine se dit plus que satisfaite de cette initiative. Parce que ces violences, c'est aussi par rapport aux hommes, par rapport à cette coutume qui en fait, comme elle est orale. Cette coutume, l'oralité dans cette coutume, c'est elle qui en fait amène toutes ces violences. Parce que pour la bonne et simple raison, c'est que rien n'est figé. Et je trouve que les sénateurs sont à l'écoute. Et c'est ça qui est important. Enfin, on nous écoute. Une restitution a eu lieu à l'issue de ces travaux. Une feuille de route sera rédigée et à l'intérieur seront dressées les perspectives qui permettront de mettre en place des initiatives pour lutter contre ce fléau. L'événement sera renouvelé l'année prochaine. Ce travail a rassemblé plusieurs partenaires, des représentants du gouvernement, du Congrès, les consuls d'Australie et de Nouvelle-Zélande et bien entendu des représentants des associations des femmes du pays. En bref, non à la remilitarisation de notre pays. Le FLNKS s'est fendu d'un communiqué dans la journée.
Prévue la semaine prochaine, la visite du ministre des Armées Sébastien Lecornu à l'occasion du South Pacific Defense Minister Meeting ne plaît pas. La France, je cite, se sert de cette opération et de notre pays comme porte-avions afin de rayonner dans la région. Le FLNKS s'oppose à la stratégie militaire de l'État dans la région Pacifique. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, a déposé avant son départ un projet d'accord sur le nickel. Que contient-il exactement et que va-t-il permettre de développer? On en parle dans notre œil de la rédaction. Un plan de sauvetage du nickel a été proposé par le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, lors de sa venue en Nouvelle-Calédonie. L'objectif, réunir tous les acteurs du secteur autour d'un accord et sortir les 3 usines du pays de leur situation économique critique. Alors que la mine et le nickel représentent 24% des emplois sur le territoire, que retenir de ce plan de sauvetage? Élément de réponse avec Luca Emo. 180 milliards de francs, c'est le financement dont aurait besoin l'industrie du nickel en Nouvelle-Calédonie pour sortir de sa situation économique critique. En effet, les 3 usines battent des records d'endettement, 493 millions d'euros pour la SLN, 149 millions pour Prony à la fin de l'année 2022 et 13,7 milliards pour KNS. Lors de son déplacement à Nouméa, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a annoncé que cette fois-ci, l'État ne fera pas de chèque pour y remédier. Il propose plutôt un plan de sauvetage du nickel, support d'un futur accord global entre tous les acteurs du secteur. Un plan qui repose sur 3 piliers. D'abord, il encourage d'utiliser des ressources inutilisées, car selon lui, quand on est dans une situation financière critique et que l'on a des ressources inutilisées, on les utilise. Ensuite, il garantit le soutien de l'État pour diminuer le prix de l'électricité payée par les usines métallurgiques en investissant dans le mix énergétique calédonien. Exemple, l'électricité représente aujourd'hui 60% des charges de la SLN. Enfin, il propose de repenser l'exportation de nickel à destination d'autres marchés tels que la France ou l'Europe, des régions qui se tournent de plus en plus vers la production de batteries électriques. Des groupes de travail regroupant l'État, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le Congrès et les provinces ont été mis en place. Pourtant, la province Nord, actionnaire majoritaire de KNS, n'a pas participé aux discussions avec le ministre de l'Économie lors de son déplacement. Pour en parler ce soir, nous sommes avec Alexandre Rousseau, vice-président de la SAS Koniambo Nickel, en charge de la responsabilité sociale et environnementale. Bonsoir Alexandre. À plusieurs reprises, le ministre de l'Économie a évoqué l'urgence de parvenir à un accord global sur le nickel. Il a parlé de vie ou de mort des usines. Selon le quotidien Le Monde, la dette cumulée s'élève à 13,9 milliards d'euros. Glencore a également annoncé fin septembre qu'il cesserait son financement fin février 2024. Alors, comment se porte réellement KNS? Écoutez, bonsoir Lina. D'un point de vue opérationnel, je vais commencer par là. Koniambo Nickel a plutôt des signaux très encourageants. Ces derniers mois, nous avons réussi des productions records. Nous sommes parvenus, après les difficultés sur la stabilité électrique de nos fours, à résoudre ces problèmes-là. Et aujourd'hui, on est dans une phase où on rencontre nos objectifs. Donc sur la seconde partie de l'année, on est en phase avec nos objectifs de production. Donc ça, c'est très encourageant. Et c'est fondé sur des choses qui sont vraiment très concrètes, comme la formation et les investissements qui ont été faits. Bien évidemment, comme tout le monde le sait, et c'est sûrement pour là que je suis là ce soir, la situation financière est beaucoup plus compliquée. Et à contrario de ce qu'on a eu dans les situations précédentes, aujourd'hui, c'est la structure de nos coûts qui nous pénalise. Les coûts de l'énergie sont devenus déséquilibrés. Le reportage que vous avez montré le prouve. Et donc aujourd'hui, avec les coûts de l'énergie qu'on doit subir, on n'a pas d'horizon de profitabilité sans un support. Donc la situation, on est une jeune entreprise, 10 ans de production derrière nous. On accomplit une montée en puissance qui est vraiment très encourageante, mais on fait face à des difficultés structurelles en termes de coûts. Bruno Le Maire l'a martelé, l'État ne subventionnera pas les usines calédoniennes. La rentabilité à court terme est-elle possible pour KNS?
On y travaille. Je vous le disais, le premier volet, quand on est en montée en puissance, c'est bien évidemment de réussir à franchir les paliers qui nous séparent de l'objectif de production nominale. Et sur cette partie-là, comme je vous le disais, c'est très encourageant. Les paramètres à prendre en compte pour la profitabilité ou au moins l'équilibre sont assez complexes. On peut imaginer que c'est difficile d'avoir une boule de cristal et de lire les prévisions des cours du nickel. Mais il y a effectivement aussi la question des montants des subventions. Je vous le disais tout à l'heure, on ne pourra pas être profitable dans les années à venir si on n'est pas subventionné lors de la transition énergétique sur les coûts de l'énergie. Aujourd'hui, si on regarde les scénarios avec des subventions consistantes en termes de prix de l'énergie, comparables ou au moins qui nous rapprochent de celles de nos concurrents, notamment asiatiques, on peut imaginer un horizon d'autofinancement à 2026. Le principal moyen de faire baisser les coûts de production, c'est d'œuvrer donc à la transition énergétique. Le ministre a parlé de subventionner l'énergie sur 5 à 10 ans. Est-ce que c'est un bon signe pour KNS qui prépare déjà sa transition ? Bien évidemment, c'est un signal qui est encourageant. Encore une fois, c'est une des clés les plus importantes de la situation à laquelle on fait face. 5 à 10 ans de subvention, c'est ce qui devrait permettre aux territoires et donc aux industriels et à Cognobo Nickel de pouvoir amorcer cette transition énergétique qui d'abord doit être décarbonée. Et donc aujourd'hui, la feuille de route de Cognobo Nickel en termes de transition énergétique est sur la table. Ça fait 18 mois qu'on y travaille. On a mandaté de nombreuses études. On participe activement à l'ensemble du débat avec tous les acteurs du territoire et également avec ceux de métropole comme la commission de régulation de l'énergie qui est présente. On a donc des études maintenant qui sont pragmatiques. Il faut qu'on poursuive les efforts, qu'on travaille de concert avec l'ensemble des acteurs pour pouvoir effectivement à l'horizon d'une dizaine d'années avoir cette énergie à la fois décarbonée et à des prix qui nous permettent d'être rentables. Un des enjeux, c'est de trouver de nouvelles débouchés. Le ministre parle des partenaires européens. KNS s'est penché sur le marché de la batterie. La production issue de ces fours pourra-t-elle alimenter ce marché ? Alors, il y a deux volets. Je vais partir du volet technique. Effectivement, depuis 2022, on réalise des tests pour vérifier que notre produit, notre ferro-nickel, avec une transformation, peut être converti en matériau qui est utilisable sur le marché des batteries. Cette première partie-là a été validée et une petite partie de notre production de 2022 a intégré ce type de produit et une partie plus importante l'intégrera en 2023. Maintenant, il y a un deuxième volet, c'est l'intérêt économique de le réaliser. Donc en ce moment, on cherche à regarder un petit peu les différentes options donc de cette transformation grâce au support de notre filiale à l'international, ou alors de regarder la profitabilité potentielle qu'on pourrait avoir sur une transformation, une conversion locale de notre produit, on va dire, en maths, puisque c'est le produit dont on parle le plus en ce moment sur ce marché-là. Les réunions du groupe de travail qui réunit l'État, les provinces, la Nouvelle-Calédonie et les industriels vont se poursuivre. Un accord d'ici fin janvier est-il possible ? Je le souhaite. C'est vraiment critique. Vous le mentionnez tout à l'heure. Je pense que chaque acteur en a pris pleinement conscience. On est face à une urgence. Aujourd'hui, la situation nécessite que chaque partie prenante s'investisse dans les discussions pour qu'on arrive à des solutions constructives qui nous permettent de nous sortir de cette situation très compliquée d'un point de vue de financement. Aujourd'hui, je ne peux pas présumer de l'issue de ces discussions, mais ce que j'ai pu noter ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est l'engagement de toutes les parties, que ce soit l'État français, que ce soit les institutions locales, nos collègues industriels, et je rajouterais aussi l'ensemble de nos salariés, parce que on les oublie parfois, mais c'est aussi eux qui permettent de faire les productions, qui nous permettent de pouvoir imaginer d'être rentables dans l'avenir. Mais Alexandre Rousseau, vice-président de la SAS Cognobo Nickel, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Chaque année, c'est un rendez-vous d'ampleur pour le climat. Plus d'une centaine d'États se réunissent autour de la table pour trouver des solutions afin de limiter les effets du réchauffement climatique. À partir de demain, la COP28 s'ouvre à Dubaï jusqu'au 12 décembre. Mais cette conférence initiée par l'ONU fait déjà polémique, même avant d'avoir commencé. Revue de presse de Maëlys Vézir. Alors que la COP28 s'ouvre ce jeudi 30 novembre, la nomination de Sultan Al Jaber à sa présidence ne passe pas.
Selon une enquête de la BBC, l'homme d'affaires et politicien à la tête d'un empire pétrolier aurait profité de son statut de président de la COP pour conclure des marchés dans les énergies fossiles avant le sommet. Le média britannique a révélé pas moins de 150 pages de réunions d'affaires entre juin et octobre 2023 avec 27 gouvernements étrangers. Un conflit d'intérêts qui fait bondir les ONG, mais qui n'est pas pour autant une surprise, comme le pointe le quotidien Libération. Le collectif Kick Big Polluters Out a révélé le 21 novembre dernier que depuis 2003, les Nations Unies ont accordé au moins 7200 accréditations à des personnes ouvertement affiliées au monde des énergies fossiles. On peut lire dans un article de France Info que l'un des porte-parole de la présidence de la COP28 a défendu la position floue de Sultan Al-Jaber en affirmant que « Les documents évoqués dans l'article de la BBC sont inexacts et n'ont jamais été utilisés par la COP28 lors des réunions. » Dans son dossier consacré à la prochaine COP28, Le Monde observe que cette polémique oblige les Émirats arabes unis à adoucir leur image et faire de la COP28 une vitrine. Tandis que du côté des ONG, la question de la sortie des énergies fossiles ne pourra plus être mise sous le tapis et être un sujet tabou, comme l'affirme Gaïa Febvre, responsable des politiques internationales du réseau Action Climat. La COP28 s'impose comme la COP des fossiles parce qu'elle se tient à Dubaï et grâce aux efforts de la société civile, il faut convaincre de la nécessité de se confronter à l'éléphant dans la pièce. En bref, toujours, bonne nouvelle pour les étudiants calédoniens qui partent pour leur première année d'études en France. Dans le cadre de la continuité territoriale, ces étudiants vont bénéficier de la prise en charge d'un deuxième billet d'avion à 100% dès les vacances de Noël. Cette aide concerne uniquement les élèves ayant obtenu leur bac en décembre 2022 et qui disposent d'un passeport mobilité étudiant à l'occasion d'une rentrée universitaire 2023-2024. Pour plus de renseignements, se rapprocher du groupement d'intérêt public Cadre Avenir. Prenons des nouvelles de nos Kagou à Honiara. Les 17e Jeux du Pacifique se poursuivent aux îles Salomon et c'est une nouvelle journée chargée pour nos sportifs calédoniens qui ont performé dans plusieurs compétitions autour de 9 disciplines. Pour faire le point, Audrey Pouedier est avec nous depuis nos locaux à Nouméa. Audrey, bonsoir. Alors, que retenir de cette 10e journée ? Alors, bonsoir. Alors, c'est une 10e journée intense pour nos Kagou. Une journée qui a commencé par la victoire de nos triathlètes. Ce matin, ils se sont qualifiés pour la finale demain à 7h et 9h. Victoire également au tennis. Après avoir été éliminé en demi-finale en épreuve de double messieurs, le Calédonien Herman Akourt redonne de l'espoir en simple. Il affrontait ce matin le Papou Matthew Stubbings. Je vous propose d'écouter le résumé de Michel Quintin, directeur du comité territorial olympique et sportif, joint par téléphone. Ça s'est très bien passé puisque Herman Akourt a gagné la demi-finale, en plus sur un score sans appel, 6-1, 6-2. Donc il a pas passé beaucoup de temps sur le court, donc ce qui est très bien pour se préserver pour la finale qui aura lieu demain. Surtout que demain, il jouera aussi la finale pour la 3e passe en double avec son coéquipier Nel. Donc voilà, ça a bien commencé avec le tennis ce matin. Médaille d'or également cet après-midi en athlétisme avec cette belle performance de Niels Pop en lancer du marteau. Une performance qui lui permet d'être propulsé en haut du podium. Malgré toutes ces victoires, la journée des Kagou a également été marquée par la disqualification des équipes de VA hommes et femmes sur l'épreuve de 1500 mètres. Je vous propose d'écouter de nouveau Michel Quintin, directeur du CTOS. Notre V6 a été disqualifié à chaque fois, comme beaucoup d'autres pays, pratiquement plus de la moitié des pays qui ont été disqualifiés sur les passages de bouée. Donc dans des conditions un petit peu litigieuses au niveau du parcours très mal mouillé et des conditions avec beaucoup de courants et de vagues. Donc beaucoup de déception de la part de nos rameurs, frustrés de ne pas pouvoir en découdre en finale. Cette 10e journée de compétition n'est pas encore terminée. Des épreuves sont encore en cours. Mais quoi qu'il en soit, la Calédonie reste en tête du classement avec 150 médailles, dont 67 en or. Voilà ce que l'on pouvait dire sur les Jeux. Merci Audrey pour ces nouvelles de nos Kagou.
Famille à présent, se reconnecter avec son corps grâce à la danse et laisser sa créativité s'exprimer, c'est tout l'intérêt des ateliers proposés depuis 2 ans par Olivia Manissa Panat, artiste et chorégraphe. Initiée par l'association Matila sur Nouméa et soutenue par la Défige en province Nord dans le cadre du dispositif d'accompagnement à la scolarité et la parentalité, Olivia s'est arrêtée à Koné pour proposer cet atelier, l'occasion pour les parents et les enfants de se laisser aller et profiter de cette parenthèse enchantée, un reportage d'Océane Zobler. Bonjour, bonjour, c'est le temps de danser. Bonjour, bonjour, de chanter, de danser. Disons bonjour en faisant quoi ? En frappant des mains. Derrière les portes de la salle d'animation de la bibliothèque de Koné, les mamans et les enfants mettent l'ambiance et c'est l'artiste et chorégraphe Olivia Manissa qui en est la chef d'orchestre. Chant, danse, roulade, on se lâche et on s'encourage. C'est vraiment le parent et l'enfant, on parle d'art relationnel parental et c'est vraiment ça, c'est l'aller-retour entre la créativité de l'un et l'audace de l'autre et vice-versa, quoi. On commence dès 2 mois jusqu'à l'acquisition de la marche. Et pour les plus grands, c'est l'acquisition de la marche environ 1 an jusqu'à 4 ans. Notre objectif, c'est de reconnecter l'être humain avec son corps. Ce qu'on observe, c'est que souvent, les adultes ne sont plus connectés avec leur corps. Le corps devient un outil de déplacement, mais on subit plus notre corps qu'être dans le ressenti. Et notre créativité a été coupée par un tas de choses sociétales. Et donc, ça les rebranche à leur créativité, à leur enfant intérieur. Donc, ça fait vraiment du bien aux parents. Et qu'est-ce que ça fait du bien aux petits? Takatunga tikita. Tatunga tiki 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 tikita. Parce que Lison, elle aime bien danser, donc c'était l'occasion de partager un petit moment privilégié avec elle. Et en ayant des idées pour danser avec elle. C'était déjà inscrit l'année dernière et on attendait que ça soit un peu plus régulier, les ateliers dans le Nord. C'est vraiment très interactif, c'est vraiment sympa. Entre parents-enfants et puis même avec les autres, il y a une dynamique qui fait que l'enfant a envie de reproduire les mouvements. 1, 2, 3. Olivia s'est par la suite rendue à Vaud pour faire danser les petits comme les grands. Demain, elle prendra la route direction Koumak avant d'aller à Poindimier vendredi après-midi. Profitez-en, c'est gratuit. Hey, maman, génial. C'est la fin de cette édition. Juste après, vous avez rendez-vous avec Falaï Wedro dans l'émission Ça vous parle. Avec ses invités, elle va parler ce soir de religion. Les Calédoniens ont-ils toujours autant la foi? Réponse dans un instant. Puis votre soirée se poursuit à 19h55 avec l'émission de divertissement La France a un incroyable talent. Merci de votre fidélité. Je vous dis à demain et très belle soirée sur Calédonia.